Poursuivons l'étude des caractéristiques spécifiques du contentieux administratif avec l'analyse des moyens de légalité externe et interne de la requête en excès de pouvoir. Les moyens de légalité externe sont tirés d'abord de l'incompétence de l'auteur de l'acte ou du vice de forme, voire du vice de procédure. En matière d'incompétence de l'auteur de l'acte, on distingue traditionnellement trois catégories d'incompétence. L'incompétente dite rationnelle aussi, c'est-à-dire l'incompétence en termes territoriaux. L'article R312-1 du Code de justice administrative énonce d'ailleurs le principe selon lequel le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ou signé le contrat litigieux. Par exemple, si la décision est prise par une autorité située dans le Var et qu'elle ne relève pas d'une exception prévue par le Code, c'est bien le tribunal administratif de Toulon qui sera compétent et non pas celui de Marseille. L'incompétence rationnée temporis, c'est-à-dire l'incompétence temporelle, est le deuxième aspect de l'incompétence qui peut être soulevé. Par exemple, si le juge qui statue sur le dossier n'a pas encore été nommé dans ses fonctions. Enfin, dernier type d'incompétence, c'est l'incompétence dite rationnée matérielle, incompétence matérielle. Par exemple, si le tribunal administratif est saisi d'un litige qui relèverait en réalité de la compétence du tribunal de grande instance ou de la cour d'assises, à l'évidence, il n'est pas le juge compétemment saisi. À noter que ce moyen peut être d'ailleurs soulevé d'office par le juge. On l'appelle alors un moyen d'ordre public. Définissons à présent le vice de forme ou de procédure, deuxième vice de légalité externe. Le vice de forme concerne en réalité la présentation extérieure de l'acte, par lequel la norme a été édictée, soit le contenant et non pas le contenu. C'est souvent le défaut ou l'insuffisance de motivation qui est invoqué par les parties ou encore l'absence d'indication du nom et de la qualité de son auteur. Le vice de procédure, pour sa part, est lui constitué par la méconnaissance d'une des règles organisant la procédure d'élaboration d'une décision, comme par exemple celle des droits de la défense dans le contentieux de la fonction publique. Prenons un exemple avec les sanctions qui pourraient être prises à l'encontre d'un agent de la fonction publique. Cet agent, nécessairement, devra passer devant un conseil de discipline qui devra l'entendre avant de proposer une sanction. Ensuite, dans la deuxième partie, après la légalité externe, nous avons les moyens de légalité interne qui sont, quant à eux, les suivants. D'abord, il peut y avoir des illégalités en raison du contenu de l'acte. C'est ce que l'on appelle la violation directe de la loi. Par exemple, lorsque l'administration n'a pas respecté la hiérarchie des normes ou lorsqu'elle prend une décision avec un effet rétroactif alors que la loi ne le prévoit pas. Ce peut être aussi l'illégalité à raison des motifs de l'acte. Elle prend alors plusieurs formes. Ce peut être l'erreur de droit, c'est-à-dire lorsque l'administration méconnaît directement la règle de droit, c'est-à-dire se trompe à la fois sur son sens et sur sa portée. Par exemple, un maire refuse un permis de construire en se fondant sur un plan local d'urbanisme alors que le plan n'a jamais été publié. Il y a aussi l'erreur de fait. Deuxième type de vice de légalité interne, pour lequel l'administration va se fonder sur des faits qui sont matériellement inexacts, par exemple, pour sanctionner un fonctionnaire. Il y a encore l'erreur de qualification juridique. Ici, c'est l'administration qui, alors qu'elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'elle a le choix de la décision à prendre, va exercer son pouvoir en le subordonnant à des conditions légales qui n'existent pas, qui ne sont pas prévues par le texte lui-même. Par exemple, on ne peut sanctionner un fonctionnaire que si son agissement constitue une faute. À l'évidence, en dehors de toute faute liée au statut de la fonction publique, il ne peut pas y avoir de sanction. Selon que l'on se situe dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire ou au contraire d'une compétence liée, le pouvoir du juge peut être un contrôle entier. Dans ce cas, le juge vérifie que les faits constituent une faute, ou restreint, il ne vérifie que l'erreur manifeste d'appréciation. On dit qu'il reste à la surface des choses, à ce qui constituerait une erreur tellement grossière que même un non-initié l'aurait constaté. Il y a encore l'illégalité en raison des buts de l'acte. C'est plus classiquement ce que le juge appelle le détournement de pouvoir et ou détournement de procédure. Ce moyen tiré du détournement consiste à rechercher dans quel but a été pris l'acte en cause et de vérifier s'il a été exercé dans un but autre que celui en vue duquel il a été confié à l'autorité. Par exemple, un maire fait fermer un bar simplement parce que ce bar fait concurrence à celui qui lui appartient. Dispositif plus récent.
La question prioritaire de constitutionnalité est un autre aspect du contentieux qui s'est développé. Cette question prioritaire de constitutionnalité, QPC, permet à toute étape d'une procédure contentieuse de demander la saisine du Conseil constitutionnel d'une mesure législative dont on considère qu'elle serait contraire à la Constitution. La QPC a été instaurée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et elle est entrée en vigueur à compter du 1er mars 2010. En quoi consiste-t-elle ? La juridiction saisie, qu'elle soit d'ailleurs juridiction judiciaire ou administrative, peut transmettre à sa juridiction suprême le mémoire. Cette juridiction, Conseil d'État ou Cour de cassation, peut alors décider de saisir le Conseil constitutionnel. Cette QPC doit être soulevée nécessairement par un mémoire distinct et motivé de la requête introductive d'instance. À défaut, elle serait irrecevable. En principe, il a été d'ailleurs prévu une procédure contradictoire propre à la QPC, afin de traiter celle-ci dans un délai maximum d'une quinzaine de jours. Pour qu'elle soit transmise par la juridiction saisie au Conseil constitutionnel, il convient en revanche, bien évidemment, que la demande remplisse un certain nombre de conditions. D'abord, la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure, ou doit constituer le fondement des poursuites. Encore, elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf, bien sûr, changement des circonstances. Enfin, la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. Le jugement ou l'arrêt, décidant de transmettre cette QPC au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, doit être transmis dans les 8 jours de son prononcé, avec l'ensemble des mémoires ou les conclusions des parties. Il n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre cette QPC ne peut d'ailleurs être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige et pas indépendamment de celui-ci. Ce qu'il faut retenir ici, tout d'abord, c'est qu'on peut soulever des moyens de légalité externe à l'appui d'une demande d'annulation. Incompétence territoriale, temporelle ou matérielle, vice de forme et vice de procédure. On peut aussi soulever contre cette décision des moyens de légalité interne, liés au contenu de l'acte, on soutient qu'il y a violation de la loi, en raison des motifs de l'acte, c'est-à-dire d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur de qualification juridique des faits, ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, ce peut être aussi en raison des buts, lorsque l'on évoque le détournement de procédure ou de pouvoir. On peut aussi soulever la question prioritaire de constitutionnalité si on estime que le texte, pourtant légalement appliqué par l'administration, n'aurait pas dû l'être parce qu'il n'est pas conforme à la Constitution. La condition principale pour que cette QPC soit transmise au Conseil constitutionnel par la juridiction suprême, c'est que le texte n'ait pas déjà été examiné lors du contrôle de la loi après son adoption par le Parlement.